19h-21h, Stéphanie Demurry. Merci de nous rejoindre en direct sur Europe 1. J'accueille mes chroniqueurs de la première heure. Catherine Ney, éditorialiste politique et grande voix d'Europe 1. Bonsoir Catherine Ney, merci d'être avec nous ce soir. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Bonsoir Olivier. Et notre invité, Jean-François Colosimo, directeur général des éditions du CERF, spécialiste de l'histoire des religions, auteur de L'Occident, ennemi mondial numéro 1 aux éditions Albin Michel. Bonsoir Jean-François Colosimo, merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir. Avant de revenir évidemment sur le bilan, sur ce qui était ce pape François, également sur le conclave, ce qui nous attend pour la suite. Je voudrais qu'on revienne sur cette journée de recueillement à Rome, parce que les images étaient incroyables ce matin, elles étaient empreintes de solennité. Ce cercueil porté par les membres du cérémonial du Vatican en costume sombre, encadré par les gardes suisses, suivi par les cardinaux en couleur pourpre, au son des cloches sonnant le glas. Ce cérémonial participe à une forme de, je dirais presque de mythologie sacrée qui fascine au-delà du monde catholique. Oui, la mort d'un pape, les funérailles d'un pape, c'est un moment qui est devenu, avec la mondialisation planétaire, mais c'est un rituel qui est réglé depuis des siècles, qui a été fixé par Jean-Paul II, réaménagé par Benoît XVI, et surtout très simplifié dans sa manière, dans son style, par le pape François, qui a refusé, je dirais, ce qu'il y avait d'encore plus fastueux que ce qu'on a vu. Par exemple, le corps doit être exposé sur un catafalque, ça n'a pas été le cas. Normalement, le cercueil du pape est triple. Il y a cyprès, plomb, etc. Là, ça sera un cercueil qu'il veut simple. Et enfin, surtout, il ne sera pas inhumé dans Saint-Pierre de Rome, mais à Sainte-Marie-Majeure, parce que Sainte-Marie-Majeure, c'est une basilique qui n'a plus accueilli d'ailleurs de dépouilles pontificales depuis le XVIIe siècle. Mais Sainte-Marie-Majeure, il y a une icône de Marie, la Vierge protectrice du peuple, devant laquelle, chaque fois qu'il venait à Rome, lorsqu'il était encore jésuite, puis ensuite archevêque de Buenos Aires, cardinal, etc., il venait se recueillir. Alors on lui déposait toujours un petit bouquet, c'est pas rien, parce que Bergoglio François était un adepte de la théologie du peuple, qui est la version argentine de la théologie de la libération, une théologie de libération sans marxisme, fondée sur l'éthos national de chaque peuple, mais une théologie de la libération tout de même au sens où il était même lui-même issu du péronisme, n'est-ce pas, avec une dimension donc populiste. Donc cette Vierge du peuple, c'est quelque chose, il voulait reposer auprès d'elle. Peut-être aussi, dirons-nous ainsi, il n'avait peut-être pas envie de reposer auprès de Jean-Paul II et de Benoît XVI, ou peut-être voulait-il avoir un lieu distinct. Alors, volonté d'être enterré en pasteur, mais bon, pour autant, elle n'avait rien, Catherine Ney le soulignait avant qu'on débute cette émission, elle n'avait rien de vraiment simple, cette cérémonie ce matin était extrêmement bien orchestrée et très majestueuse. Quand même, on sent un professionnalisme. Alors vous dites, là, toute la mécanique est prête, mais là, c'était quand même impeccable, quoi. Et on se disait, c'était sans être les fastes, on sentait que derrière, il y avait des camerlingues doués, quoi. Absolument. Et que c'était préparé depuis longtemps, sans doute, puisqu'il était malade. Et puis peut-être on peut dire que, parce qu'on peut le dire sans porter atteinte à sa mémoire, que lui qui avait tellement molesté cet appareil Vatican dans lequel il se reconnaissait guère, peut-être que c'était une espèce de douce revanche de cet appareil de faire les choses au cordeau et avec cette dimension proprement liturgique, romaine, pontificale, enfin, vous voyez, quand vous êtes sur cette place Saint-Pierre, il y a des siècles et des siècles qui vous contemplent. Donc, oui, bien sûr, en même temps, on va le voir, vous parliez de cette rencontre hypothétique entre Zelensky et Trump. Même morts, les papes, qui sont les chefs d'État du plus petit État du monde, continuent d'orchestrer une diplomatie extrêmement forte. Le Vatican, c'est peut-être la première diplomatie du monde. Le Vatican a des nonciatures partout, parce que le catholicisme, c'est la religion qui est présente dans tous les pays, mais le Vatican recueille aussi ce qui se passe, par exemple, les sœurs qui sont dans un endroit perdu de Somalie où il y a la guerre, rapportent, en fait, il n'y a plus personne d'autre, même plus parfois des journalistes, rapportent des choses, et donc on voit que même mort, vous voyez, si Zelensky et Trump se parlent, ça sera
funérailles de François. Ce qui n'aurait peut-être pas déplu au pape François, d'ailleurs. Et quelle force pour... quelle force symbolique. Oui, alors bon, il a quand même pas, je dirais, privilégié énormément Zelensky pour dire les choses comme elles sont, et vous savez qu'il est le seul chef d'État à avoir immédiatement dénoncé très fermement Donald Trump dans ce qu'il jugeait répréhensible. Oui, c'était une lettre qu'il avait envoyée aux Américains avant d'être hospitalisé, qui était quand même très, enfin, pas aimable pour J.D. Vance en particulier. Oui. Bon. Et là, quand même, le paradoxe, qui est le sien aussi, il a reçu le dernier politique qu'il ait reçu. Alors, c'est un temps très court, et puis parce qu'il était là, mais quand même, c'est J.D. Vance. Alors, on peut pas dire que c'était très chaleureux. Mais enfin, quand même, c'est assez. C'est un converti tout à fait récent au catholicisme, qui montre d'ailleurs combien cette Église catholique, qui au départ avait été très rejetée malgré tout par l'établissement protestant, n'est-ce pas? L'Amérique, elle était protestante, ces catholiques, qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Alors, en plus, ils étaient soumis à une puissance étrangère, Rome, enfin, il y a toujours eu une violence anti-catholique aux États-Unis, mais on voit que non seulement le catholicisme, qui est devenu la première église, pas la première confession, les protestants sont plus nombreux, mais les catholiques, c'est la première église aux États-Unis, 45 millions de personnes, cette église attire. Mais enfin, J.D. Vance, malgré tout converti, il s'est rendu auprès du pape comme auprès du Saint-Père, comme auprès de l'ancêtre. Il a dû lui dire bénissez-moi, sainteté, merci sainteté, au revoir sainteté, bonjour sainteté. Il lui a dit qu'est-ce que vous voulez qu'il lui ait dit? Il lui a dit je vois que vous allez beaucoup mieux. Et puis donc c'était Olivier d'Artigol. Et il a eu des Kinder. Est-ce que vous pouvez nous expliquer entre les obsèques qui se donc samedi matin et l'ouverture du conclave, il y aura donc tous les jours les congrégations générales. Oui, enfin, dès que tous les cardinaux sont arrivés, ça démarre. Qu'est-ce qu'il s'y joue? Qu'est-ce qui s'y passe? Et est-ce qu'il est vrai de dire que beaucoup de choses vont se décider là? Alors, ce qu'il y a de très important à bien comprendre d'abord, c'est que François a véritablement modifié la composition du corps des cardinaux électeurs, puisque seuls les cardinaux qui ont moins de 80 ans donc ont le droit 135. de l'être. Ils sont 135 votants, parce qu'il y en a deux qui ont été frappés entre-temps par la limite d'âge, vous voyez, ça va vite. Eh bien, 80% d'entre eux, 8 sur 10, ont été créés, c'est le terme, nommés par François, et François n'a pas pratiqué, comme ses prédécesseurs, une politique d'équilibre des sensibilités et des courants. Il a choisi des gens volontairement qui ne ressemblaient pas à ce qui se faisait d'habitude, comme des cardinaux. Il est allé les chercher très loin, dans les périphéries, dans des endroits, parfois il faut regarder la carte pour comprendre. Jean-François Colosimo, on va en parler justement de ce conclave et qui ne favorisera pas peut-être l'Europe. On en parlera avec vous, en tout cas, on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et toujours avec mon invité Jean-François Colosimo, spécialiste de l'histoire des religions, auteur de Occident ennemi mondial numéro 1 chez Albin Michel, nos débatteurs de la première heure, Catherine Ney et Olivier d'Artigol. Jean-François Colosimo, il y a quelques instants avant la pub, on commençait à parler du conclave. Alors, rappelez-nous les règles de ce conclave. Évidemment, c'est très mystérieux et beaucoup de choses se jouent. Comment se passent notamment les systèmes d'alliance entre les uns et les autres? Oui, alors conclavé, c'est sous la clé, donc c'est un endroit clos. En fait, ça a mis beaucoup de temps pour se mettre en place. N'est-ce pas, il faut savoir que des pays comme l'Autriche, l'Espagne et la France ont gardé jusqu'en 1904 un droit de veto sur certains candidats, n'est-ce pas? Un droit d'exclusion, faisant savoir par leurs ambassadeurs que qui vous voulez, sur un nom. Donc, le conclave qu'on a aujourd'hui, c'est un conclave assez récent, en fait, dans sa liberté, dans l'absence de grosses pressions politiques immédiates. Et à la fois le plus vaste. Le plus global, le plus mondialisé, le plus divers en termes de provenance. Parce qu'il y avait moins de cardinaux pour élire Bergoglio. Et puis ils étaient, d'abord, la moitié était italien. Donc, pour la moitié, ils étaient italiens, donc la question se posait pas trop. On rappelle que Jean-Paul II, c'est le premier pape non italien depuis... probablement 5 ou 6 siècles. Oui, pas? Alors ça veut dire que ils vont parler ensemble, mais dans quelle langue? Normalement en italien. La langue l'anglais du Vatican, c'est l'italien. Oui, mais ils ne parlent pas tous italien. Alors, quand vous êtes fait cardinal, vous devez l'apprendre. Ça fait partie, je dirais, si vous le connaissez pas encore. Donc ça veut dire que le pape doit parler italien impérativement.
Le pape doit parler italien, d'abord parce qu'il est aussi l'évêque de Rome. Oui. Donc, son troupeau est à Rome, son premier troupeau. Hein. Deuxièmement, il vit en Italie et l'État italien rend énormément de services tout de même à la papauté, le transport aérien, la protection, etc. Donc, il vit en Italie, oui, bien sûr. Donc, il ne saurait pas ignorer l'italien. Alors, on parlait avec Olivier là, des congrégations. Ça, c'est important parce qu'en fait, les cardinaux, ils sont cardinaux d'une église à Rome. Parce qu'au départ, à Rome, les prêtres des églises principales, cardinales, élisaient le pape. Alors aujourd'hui, ces titres sont déportés à travers le monde entier, mais en fait, ils sont rattachés à une église. Et alors, dans cette église, ils vont recevoir chaque soir les autres cardinaux, en donnant la parole à l'un d'entre eux. En fait, on a un tour de table qui s'instaure. Une sorte d'oraux, de grand oraux. Oui, où se dessine aussi un profil. Et quel est le premier critère qu'on va rechercher? Beaucoup d'évêques ici, de prêtres m'ont dit l'unité de l'Église. Oui, c'est bien ça. Parce que François a été un pape qui était un combattant, qui était un lutteur, qui avait sa culture latino-américaine assez pétrie, je dirais, de militantisme. Et donc c'est un homme qui aimait antagoniser, qui cherchait plutôt pensait que le dissensus était plus profitable souvent que le faux consensus. Du coup, il y a une volonté d'unité. Alors bon, pour dire les choses comme elles sont, ces cardinaux qui ne se connaissent pas, donc pour certains, c'est la deuxième fois qu'ils viennent à Rome après avoir reçu leur barrette de cardinal, qui ne sont pas rompus aux usages du Vatican et qui parfois n'en connaissent même pas très bien le fonctionnement. Ils vont certainement se mettre un tout petit peu sous la guidance des évêques européens et particulièrement italiens, qui restent quand même très nombreux. Oui. Et là, alors là, la version italienne, c'est simple, ça doit être un Italien, mais vous savez, les Italiens, ils se divisent. C'est ça leur problème, très vite, parce qu'ils sont d'accord pour que ce soit un Italien, mais ils sont pas d'accord entre eux pour savoir quel Italien. À défaut, un Européen. À défaut, un Européen. Pourquoi ? Pour avoir un pape de transition qui permettrait d'assimiler, d'absorber ce pontificat tempétueux. Alors, je voulais venir là-dessus. Et de finir les chantiers laissés en friche. Oui, ce n'est pas parce que... mais bon, ce n'est pas parce que François a nommé un très grand nombre donc, de cardinaux électeurs, il en faudra 90 dans le conclave qui vient pour être élu, que c'est à coup sûr un réformateur et quelqu'un qui va vouloir continuer à mettre notamment la curie romaine sous tension. Il peut très bien avoir été nommé cardinal par François et être un profil qui va proposer une pause. Absolument, disons que c'est la théorie qui se dessine, mais le principe d'un conclave, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez l'entendre autrement, comme le fait qu'il se passe quelque chose qui n'est pas vraiment prédictible. Il y a un événement là-dedans, il y a une collégialité, ce fait de vivre enfermés les uns avec les autres et de devoir arriver à une solution, trouver quelqu'un, n'est-ce pas? Ça crée quand même un univers très particulier, je dirais. Il n'y a pas trop d'algorithmes, vous voyez. Mais comment ça se joue clairement? Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Surtout, on a l'impression, quand on discute, c'est que au fond, à Rome, il n'en pouvait plus de ce pape, à cause de son caractère tempétueux, impétueux, qui décidait seul, qui parlait beaucoup. Il a divisé la curie romaine. Et souvent disait des choses contradictoires, même sur des sujets politiques importants. On l'a vu sur l'Ukraine, sur la Russie, enfin. Et il y avait le Vatican souvent était obligé de reprendre pour expliquer ce qu'avait vraiment voulu dire le pape. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui est, disons, je dirais pas plus doux, mais qui est plus empathique, qui remette dans la maison un peu de chaleur. Alors d'abord une remarque sur François, c'est sûr, je l'ai dit, c'est un homme qui aimait antagoniser, mais il faut quand même se rappeler que le problème de Rome, ce n'est pas que son problème. Jean-Paul II a passé sa vie à voyager parce qu'en tant que Polonais, il n'avait pas de prise sur la curie. Benoît XVI a renoncé parce qu'il a été trahi par des membres de la curie, puisqu'il avait fait installer un petit fax dans sa chambre pour être sûr de pouvoir communiquer sur des affaires graves. Tous ces fax sont retrouvés dans la presse italienne, n'est-ce pas? Et ça par un membre de la curie. Et un membre très proche de lui en plus. Donc ces univers sont certainement difficiles pour les étrangers, qu'ils soient européens ou latino-américains.
Et donc, Bergoglio, le futur François, avait été élu dans l'espoir de faire muter cette curie qui est une espèce d'administration centrale. Est-ce qu'il a réussi? Parce que c'est vrai qu'il a secoué cette curie. Il a fait, si j'ose dire, le ménage quand même. Alors, il a fait un certain ménage. Il a créé des dicastères, des ministères. Il a créé une espèce de conseil des ministres, parce qu'avant, ils se parlaient même pas entre eux. Chacun a été roi prince dans son royaume, chacun de ses préfets. Il a tâché d'assainir les questions financières, et en établissant la transparence. Oui. Il a créé un conseil spécial surnommé le C9, qui compte des cardinaux éminents qu'il a lui-même choisis pour l'accompagner. Malgré tout, il n'était pas tout à fait tout seul, mais il a créé des organes de contre-pouvoir. Vous voyez, donc il avait un peu ses Elon Musk, si je puis dire. Si je puis dire. Il a essayé de former des organes de contre-pouvoir. Mais la vérité, c'est que, en fait, il est parti bille en tête contre cette curie. C'est son fameux discours, ses premiers vœux, où il les accable de 15 maladies spirituelles. Bon, c'est évident. Ensuite, oui, c'est un autoritaire, c'est un libertaire autoritaire. Il y a peut-être même du libertarien populiste en lui. Ça, c'est clair. Ensuite, oui... populiste américain, disons même. Populiste américain dans la façon de brusque. Oui, bien sûr. Oui. Bon, il l'a jamais caché. D'éducation politique, c'est un péroniste. Un péroniste de gauche. Alors ça veut pas dire la gauche comme chez nous. Ça veut dire un péroniste. Jean-François Colosimo, moins élitiste que en fait populaire et social. Jean-François Colosimo, dans le Figaro, on vous demande si vous estimez que ce pape est progressiste, et vous dites non. Non. Bah non. Il est catholique. Il est catholique. Enfin, alors, sur le dogme, ça. Oui, je sais qui, mais bon, il faudrait quand même qu'ils s'intéressent un peu aux questions, les gens qui disent n'importe quoi, c'est pourquoi je vous pose des questions. Qui regardent la vérité des choses. Bon, il y a un style François qu'on peut tout à fait ne pas aimer, je le comprends. Il y a une démarche François qu'on peut critiquer, cette inversion de méthode. On commence par la miséricorde au lieu de commencer par l'enseignement. On vous dit pas comment vous devez vivre, on vous dit tiens, venez, racontez-moi comment vous vivez, puis je vais vous proposer l'évangile. Donc ça peut donner aussi l'impression parfois de formes contradictoires. Donc quand par exemple il s'intéresse au sort des homosexuels pour autant qu'il croit, attention, la bonne formule c'est si quelqu'un est gay et cherche Dieu. Qui suis-je pour le juger? Il cherche Dieu. Bon, donc ça, c'est l'aspect miséricorde, l'aspect compassion. Viens, on va discuter. Après ça, sur l'avortement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les médecins qui font des avortements sont des sicaires. Sicarios. Les tueurs à gages des cartels sud-américains. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de papes qui parlent comme ça. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Nous sommes toujours sur Europe 1 avec Catherine et Olivier d'Artigol, nos deux débatteurs de la première heure. Jean-François Colosimo, spécialiste de l'histoire des religions. C'est assez passionnant. Vous nous apportez, Jean-François Colosimo, un éclairage un peu inédit sur ce pape François. Et Catherine le soulignait pendant la pause. Catherine, vous qu'est-ce qu'il le distinguait? Parce qu'il y a une grande ferveur populaire. C'est parce qu'il parlait, il s'adressait aux gens avec un langage très particulier, beaucoup plus relâché pour un pape, et donc ça a pu choquer et plaire à d'autres. Et qu'est-ce qui faisait sa singularité? Je pense que nous, on est évidemment européocentrés, et on sait que l'Europe, il n'y avait guère d'intérêt pour elle, parce qu'il l'a trouvée non seulement abondante et déchristianisée, finalement relativement nihiliste. C'est pour ça aussi égoïste. C'est pour ça qu'on n'en fera pas vraiment un parangon du progressisme, parce que, je veux dire, il avait plutôt un regard, je dirais, très catholicisme français 19e siècle, un peu anti-moderne, sur la France et l'Europe, tu vois, c'est plutôt ça. Mais l'idée fondamentale, c'est qu'il vient d'ailleurs. Lui, il vient de ces Amériques latines, qui aujourd'hui est submergée par la vague évangélique. La théologie de la prospérité, qui vient d'Amérique du Nord, la ligne directe avec le ciel, allô papa, envoie-moi des dollars, etc. C'est exactement ce christianisme qu'il a dénoncé plusieurs fois, où on passe en fait à Pâques sans jamais passer par la case Vendredi Saint, ce christianisme finalement de l'hédonisme, n'est-ce pas? En tout cas dans sa version américaine diffusée par les pasteurs états-uniens
en Amérique du Sud, avec en plus l'hostilité qu'il a aux États-Unis et à la société que les États-Unis représentent, il voit ces évangéliques rafler 10, 15, 20%. Au Brésil, c'est 25% aujourd'hui des catholiques. Est-ce que... Et alors, quelle est leur singularité, ces évangélistes? Alors, peut-être laisser Olivier d'Artigol poser une question quand même, ma chère Catherine. C'est la théologie de la prospérité qui est l'élection de Trump. Est-ce que dans cette théologie du peuple, c'est-à-dire ce qu'il appelait le peuple saint, c'est autre chose. Oui, mais quand il disait l'Église n'est pas dans la basilique Saint-Pierre, n'est pas dans le pape, dans les évêques, les cardinaux, elle est dans le peuple des fidèles et des croyants. Ouais. Est-ce qu'il n'y aura pas dans le profil du prochain pape un profil qui mettra, si ce n'est un coup d'arrêt, qui remettra un peu l'Église au centre du village? Et donc au Vatican. La réponse, Jean-François Colosi. Non, ça peut étonner, ça. Le besoin il y a plus un besoin de conciliation, il y a plus un besoin de médiation. Vous voyez, d'abord, vous vous rendez pas compte qu'en fait, les papes sont devenus véritablement le signe de l'unité des catholiques à travers le monde que depuis, en fait, la crise moderniste, depuis le 19e siècle. Au 18e siècle, au 17e siècle en France, sous Louis XIV, vous avez des gallicans, ils se moquent un peu de savoir ce que dit le pape. Le pape, il est à Rome, c'est un Italien. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, le problème du pape, c'est qu'il affigure l'unité, par exemple, entre des jésuites latino-américains qui sont peut-être prêts à monter sur les barricades d'un côté, et des prêtres qui ont été ordonnés à Écône par Monseigneur Lefebvre et qui veulent quand même rallier Rome. Et 1,4 milliard. 1,4 milliard, et j'ai donné que 2 cas de disparité culturelle. Comment on fait vivre tous ces gens ensemble autour de la même foi? Bon, lui, il a voulu antagoniser, je le répète, parce qu'il a pensé que, en fait, vous voyez, c'est un homme, malgré tout, du passé. C'est le dernier pape de Vatican II. La réception de Vatican II, elle a été très longue. Alors, vous avez eu Vatican II, vous avez eu Jean XXIII, vous avez eu Paul VI, la mort tragique de Paul VI, une église qui s'est mise à douter, Jean-Paul II qui a recentré sur la papauté, Benoît XVI qui a recentré sur la papauté, mais recentré aussi Vatican II en disant... le catholicisme gauchiste, sécularisé... Pour vous, ça sera quoi le fait marquant du pape François? Il revient, il me dit, attention quand même, c'est pas l'église bunkérisée, c'est l'église qui est encore conquérante, et pour ça, elle doit s'adresser, et ça, dans sa tête, c'est clair, il a pas tort, elle doit s'adresser aux pauvres en priorité, parce que ce sont eux qui ont besoin d'espérance, et non pas tous ces Parisiens sympathiques dont je fais partie, qui sont gavés de tout, revenus de tout, et qui en plus voudraient une église sur mesure pour satisfaire leurs petites angoisses. Oui, c'est le premier à avoir pris acte de ce grand basculement. Il dit où sont les masses, où sont les foules? Oui. Il dit donc il va vers elle. Et il combat cet évangélisme en s'emparant des armes de cet évangélisme. Alors les formules à l'emporte-pièce, les déclarations impromptues, la contradiction, pourquoi pas. L'important, c'est est-ce que tu me suis? Est-ce que tu avances avec moi? Est-ce que tu adhères? Est-ce que ça te subjugue? Donc c'est aussi beaucoup le règne de l'émotion. Il a été particulièrement fort là-dedans. Un grand acteur. Lampedusa, la visite parmi les migrants, qui est tellement... la question des migrants... la question des migrants... L'inventeur de la théorie de l'hospitalité absolue des migrants, c'est Pie XII, qui n'était pas un pape woke, pour autant que je sache, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il se souciait des migrants catholiques aux États-Unis, qui étaient très maltraités, les Polacs, les Rital, bon. Ensuite, ça a été un message constant. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais lui, il est à une époque de flux migratoires extraordinaires. Et là, le détail biographique vient. Il faut savoir que ses grands-parents, quand ils sont partis en Argentine, ont échappé à un naufrage. Bon, donc il se précipite. Bon, à partir de là, il va quand même maintenir aussi le message essentiel de Rome, parce qu'il est pape, là encore, il n'invente rien, il déroge pas trop. C'est que si le Nord commençait à véritablement partager des choses avec le Sud, peut-être que le Sud serait moins pressé de rejoindre le Nord. Voilà. Oui. Et donc, en fait, c'est un pape vraiment classique du point de vue de l'enseignement et très déroutant du point de vue du comportement. Merci Jean-François Colosimo de nous avoir apporté cet éclairage qu'on n'entend pas habituellement. Merci Catherine Ney, merci Olivier d'Artigol. C'est passé vite, je vous laisse poursuivre ces débats en dehors du studio. Je suis sûre qu'ils vont être nourris. Merci à vous.